Ce samedi 29 mai, de 9h45 à 17h. En direct du Salon des livres Époque en ligne. Radio Toucan. débat, rencontre, reportage Avec des auteurs, des autrices. 91.9 FM Et radio-toucan.fr. Nous allons commencer justement un débat en direct sur le racisme et la discrimination. Je laisse la parole justement à ma consoeur Aurélie Misseri. Bonjour Aurélie Misseri, bonjour. Bonjour Boris, bonjour à tous. Quelle différence entre le fait d'être noir et le fait d'être tenu pour noir ? Comment une toute petite partie de notre ADN peut-elle définir une identité ? D'un point de vue biologique, nous le verrons, les races n'existent pas, mais le racisme et ses conséquences, à savoir les discriminations, les stigmatisations, voire les déchaînements de haine et de violence, existent bel et bien. La mort de George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis est venue nous rappeler combien la question raciale avait besoin à nouveau d'être posée. C'est ce que nous allons faire ensemble ce matin. Bonjour à tous, donc amateurs de lecture et de réflexion, bienvenue à l'Artothèque près de l'hôtel de ville de Caen pour cet échange organisé par le Salon des livres Époque en partenariat avec les CMEA, Association d'éducation populaire, et France 3 Normandie. Échange transmis en direct sur Radio Toucan. Avec nous, autour de la table, nous accueillons 4 invités. Constance Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du Défenseur des droits et auteur d'un rapport sur la diversité à l'Opéra de Paris. Carole Reynaud-Paligo, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, enseignante-chercheuse à l'Université de Bourgogne, associée au Centre d'histoire de l'Université Paris 1, co-commissaire scientifique avec Evelyne Heyer de l'exposition Nous et les autres, des préjugés au racisme, qui s'est tenue au Musée de l'Homme en 2017-2018. Et vous avez tiré ensemble un ouvrage fort éclairant sur l'histoire des processus de racialisation. C'est chez Flammarion. Avec nous également 2 hommes, la parité est respectée. Melvin McNair, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant des droits civiques aux États-Unis. Votre pays d'origine que vous avez dû fuir au début des années 70 en détournant un avion. Donc, depuis plus de 30 ans, vous vivez dans le quartier populaire de la Grâce de Dieu, à Caen, où vous œuvrez à l'éducation des enfants. Et votre témoignage sur les multiples discriminations que vous avez dû subir aux États-Unis est publié aux éditions du Seuil, collection Combat. Et puis, Jonas Baucher, bonjour. Bonjour. Directeur de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, institut qui propose aux jeunes de nombreux ateliers pour réfléchir aux stéréotypes et lutter contre les préjugés. Je vous le disais, cette conférence a été proposée avec la participation de l'association Les CMEA qui ont imaginé une fabrique des débats. Alors, qu'est-ce que la fabrique des débats ? Pour nous l'expliquer, je laisse la parole à 3 lectrices passionnées. La Fabrique des débats, c'est un collectif de 5 personnes. Ce sont des lecteurs et des lectrices habitués du Salon du livre Époque qui avaient envie de s'approprier l'espace du débat. Ce collectif que nous représentons s'est nourri de films, d'expositions, de rencontres, d'échanges autour de la question du racisme. Nous aurions dû aller au théâtre, au cinéma, mais nos rencontres furent plus intimes et propices aux échanges de points de vue. Nous avons voyagé avec Jean Genet, Lilian Thuram, Papendaï, Evelyne Heyer, Alice Diop, Anne-Marie Gara, Lucky Luke et tant d'autres qui nous ont invités à nous poser des questions sur le racisme et à apporter nos réponses en toute liberté. Plus que jamais, il est grand temps de réagir face au racisme. Au moment où le chemin de la haine se transforme en autoroute, il nous semble essentiel de nous pencher sur la construction de cette pensée qui fait partie de l'inconscient de chacun. Aujourd'hui, nous sommes tant accaparés par notre propre sort, notre entre-soi, que nous devenons aveugles aux zones de fracture. Porter la mémoire, mettre des mots sur des concepts, gratter la couche de vernis qui parfois polit notre regard sur l'état des choses, lutter contre les préjugés, les discriminations, les barrières, devient essentiel à notre compréhension du monde. Et surtout, pour se projeter vers l'avenir, déconstruire, interroger nos fondations. D'où cette pensée raciste naît-elle ? De quelle construction politique, économique, idéologique émerge-t-elle ? De manière consciente ou empirique ?
De cette déconstruction ou reconstruction pourrait-il naître une véritable éducation contre le racisme, les préjugés, les ségrégations et les discriminations? Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Justement, d'où naît-elle cette pensée raciste? Commençons donc par un éclairage sur les origines du racisme. Carole Reynaud-Paligot, si on remonte le temps, 3000 générations en arrière, nous venons tous d'Afrique. Alors, d'où vient cette idée de race? Alors, l'idée de race, elle vient de scientifiques, de savants qui, au XVIIIe, XIXe siècle, ont pensé que c'était un outil, un concept utile pour ordonner la diversité humaine. Comme finalement on avait créé des races de chiens, pourquoi pas utiliser le concept de race à l'humanité? Donc, c'est parti de là. Alors en fait, cette approche, elle était vaine. On a su après qu'on pouvait pas déterminer des frontières raciales étanches, etc., et que le concept n'était pas valide scientifiquement. Mais il a fait l'objet d'appropriation, d'utilisation, ce concept, par des historiens, par des philosophes, par des sociologues, qui au XVIIIe, au XIXe siècle, ont contribué finalement à rendre crédible cette idée qu'il y avait des races. Pourquoi le XVIIIe ? Pourquoi ce contexte du XVIIIe siècle? Alors, il y a deux contextes. Il y a le contexte scientifique, proprement scientifique. C'est-à-dire qu'on veut classer. Les savants ont envie de classer. Les plantes. Voilà, les plantes, les animaux. C'est la grande époque de Linné, qui établit la classification des espèces végétales. Donc, c'est un contexte classificatoire, scientifique. Mais il y a un autre contexte, c'est celui de la domination de pays européens sur d'autres parties du monde. D'abord l'esclavagisme, bien sûr, et puis ensuite la colonisation. Et à chaque fois qu'on a des rapports de domination d'une nation sur une autre, eh bien, on voit apparaître des représentations dépréciatives. Pour mieux dominer, on dévalorise, on infériorise l'autre. Et c'est hiérarchisation voilà. Et c'est la conjonction finalement de ces deux contextes qui a fait que ce concept de race a été utilisé pour hiérarchiser, pour dévaloriser, non seulement pour classer, comme c'était l'idée au départ, mais aussi a produit une hiérarchisation. Et en la rendant, enfin, cette hiérarchisation, elle existait déjà à partir de l'esclavage, notamment. Mais elle a été rendue en quelque sorte scientifique, puisque c'était des hommes de science qui validaient ces idées de classement, de hiérarchie et aussi d'essentialisation. Oui, puisque vous dites que le racisme suppose trois choses: la création de catégories, la hiérarchisation et l'essentialisation de ces catégories. C'est quoi l'essentialisation ? Alors, l'essentialisation, c'est quand on fige les catégories. C'est-à-dire qu'on a commencé par classer, c'est des choses qu'on pratique encore aujourd'hui assez spontanément. À partir de la physionomie de quelqu'un, de sa couleur de la peau, on lui attribue une identité. On parle d'assignation identitaire. Et le problème, c'est qu'on attribue aussi des stéréotypes qui circulent dans la société à cette personne, qu'on range dans une catégorie. Et l'essentialisation, c'est quand on fige ces caractéristiques, ces stéréotypes, en disant bon, finalement, ils changeront jamais. Ils sont nés comme ça. Quand on voit la personne, on voit d'abord le stéréotype et non pas l'individu. Voilà, l'histoire personnelle. Tout à fait. Alors, rappelons évidemment qu'il n'y a aucune justification scientifique, le racisme n'étant basé que sur une toute petite partie de notre ADN. Oui. Alors, en fait, c'est les généticiens, à partir des années 60, 70, qui vont complètement invalider l'aspect scientifique de la notion de race, en disant qu'il n'y a pas de frontières très établie entre les différences qu'on peut observer. Finalement, l'essentiel du génome, il est commun. On a la même origine. Voilà tout le discours qui a commencé à s'affirmer dans les années 70-80 dans le monde scientifique et qui s'est plus ou moins diffusé dans la société française, puisque quand on interroge les jeunes, notamment aujourd'hui, on a parfois des surprises. Tout le monde n'a pas n'a pas participé ou n'a pas compris cette déconstruction de la notion de race. Alors vous parlez des jeunes. Votre livre « On vient vraiment tous d'Afrique », vous l'avez décliné en bande dessinée peut-être plus accessible
à la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Parce que je crois qu'il vient juste de sortir. Oui. Donc c'est une collaboration avec Ismaël Méziane, qui est un jeune artiste qui vit à Aix-en-Provence et qui est parti de son histoire personnelle, finalement des réactions au fait qu'il a été victime lui aussi d'assignation identitaire dans son histoire, dans sa vie quotidienne. Et ça produit beaucoup de révolte, de se voir assigner une identité, de se sentir responsable d'actes qui étaient vraiment très très loin de son univers. Et il a vu l'expo à Paris, et il a décidé donc d'en faire une BD en nous convoquant. Donc on est invité à participer à sa vie quotidienne et à réagir et à essayer d'éclairer à travers l'histoire, la sociologie, mais aussi la génétique, et essayer d'éclairer toutes les questions qui se sont posées à lui. Alors le titre, comment devient-on raciste? Et c'est chez Casterman. Voilà. Melvin McNair, merci. Melvin McNair, vous avez grandi dans les années 50 aux États-Unis dans un ghetto à Greensboro, c'est en Caroline du Nord. Alors vous, cette identité noire, elle s'est imposée d'emblée. Vous étiez avant tout un noir dans une communauté de noirs sans contact ou presque avec les blancs. Vous ne les rencontriez jamais? Non. Et donc, une petite correction. Donc, j'étais né dans la ségrégation raciale et pas dans le ghetto. Donc, oui, c'est l'époque de la ségrégation. Ouais, donc exactement. C'était pas du tout un ghetto. Donc, on avait, il y avait des mixités. Donc, il y avait aussi les gens, les noirs aisés et aussi comme les noirs pauvres. Donc après, voilà. Mais il y avait vraiment cette séparation. Cette séparation, donc c'était quasiment une frontière invisible. Donc il y avait toujours une petite ligne de démarcation, par exemple avec à partir de la gare. Donc il y a un moment donné, c'est que dès qu'on quitte la protection, on peut dire, de communauté noire, donc on est déjà dans un autre univers qui est tout à fait blanc. Et donc, par contre, on est obligé d'entrer en contact avec cet univers. Donc, par exemple, on faisait des courses si on voulait aller en centre-ville au niveau de restauration. Mais bon, tout était, on peut dire, réservé. Donc, on ne pouvait pas manger à la même table que les Blancs. Donc après, il y avait un petit coin réservé qu'on pouvait acheter de nourriture et partir. Donc aussi, on avait notre cinéma réservé pour nous. Donc c'était totalement des ségrégations, mais c'était pas du tout égal. Donc, alors, il y avait cette ségrégation. Cela dit, vos héros étaient plutôt blancs. Au début. Donc on n'y avait que ça. Donc après, il n'y avait pas cette image. Donc on essayait d'avoir une certaine identité avec on peut dire, un esprit fort. Et donc comme ça, donc on avait chaque chose qu'on a vue à la télé, donc c'était plutôt les images des Noirs, donc dans un rôle assez comique et ridicule, et donc aussi des Africaines un peu plus ignorants, pas très sauvages et oui. Tout ça. Vous écrivez dans votre livre « Nous, Noirs américains évadés du ghetto », écrit avec Joyce Tillerson, George Brown et votre épouse, aujourd'hui malheureusement décédée, Jean McNair, dans la collection Combat chez Seuil. Vous écrivez « La télévision me montrait un monde entièrement différent du mien, en fait sans aucun rapport avec mon existence. À cette époque, on ne voyait que rarement des Noirs sur le petit écran. La plupart du temps, ils jouaient des rôles d'esclaves, d'Africains, de sauvages déguisés ou de serviteurs. La télé présentait les Noirs comme des êtres soit inexistants, soit inférieurs, mais toujours serviles, et le plus souvent dans un but comique. » Oui, justement. Donc après, c'était
par exemple, avec les héros, comme avec le western, donc malheureusement, donc parfois on s'identifie avec John Wayne. Donc après, on s'est rendu compte que John Wayne faisait partie de ces racistes, ces gens un peu fascistes qui aussi fait tout pour que le rôle de noir, qui c'était toujours dans toujours un aspect d'infériorité et de citoyen de deuxième classe, quoi. Ce qu'on voit aussi dans le film de Autant en emporte le vent. Oui, tout à fait. Qui a fait récemment polémique. Polémique et tout ça. Donc après, il y a beaucoup de gens qui s'identifiaient donc en disant que donne l'impression que tous les esclaves étaient heureux d'être esclaves. Et donc après, ils sont toujours niés le fait qu'il y avait une résistance, une résistance à travers toute notre histoire contre l'esclavage. Et donc, après, on a compris qu'il fallait chercher des héros à nous. Et donc après, progressivement, on commençait avec nos actions, des choses comme ça, on commence à avoir des images des héros locaux. Donc, je commence aussi d'avoir un certain regard vis-à-vis moi-même. Donc, j'étais élevé dans un sens que je ne me sentais pas inférieur du tout. Et donc, après... Alors justement, à quel moment vous vous êtes dit ces discriminations, elles sont inacceptables? À quel moment est née cette conscience militante? Conscience militante, je ne sais pas, mais c'est le fait que, par exemple, j'étais élevé par un oncle qui était le premier policier noir dans la ségrégation dans Caroline du Nord. Et il était aussi l'entraîneur de baseball. Et comme ils nous ont élevés, donc on a peut-être des petits doux dans la communauté, donc il nous a élevés d'être... comment on peut dire, d'avoir un certain respect de nous-mêmes, certaine confiance aussi, et donc notre capacité d'être fort au niveau du jeu, aussi de vivre comment vivre en équipe, respecter l'esprit d'équipe. Et donc, et avec cette attitude-là, nous sommes devenus champions. Donc après, en tant que champion, et donc après, avec les compétitions entre nous, donc après, on avait une certaine hiérarchie entre nous, entre le plus fort et le moins fort. Donc après, on s'est rendu compte qu'on est fort. Donc, mais il faisait tout qu'on ne jouait pas avec les équipes blanches parce qu'ils ne voulaient pas qu'on gagne. Donc après, il voulait que ça maintienne cette attitude d'infériorité, mais on savait qu'on était très fort. Et donc, on pouvait aussi combattre. Et donc, c'était pas une question de physique, des choses comme ça, mais une question de, on peut dire, race. On était aussi fort que n'importe quel autre être humain. Vous sentiez aussi fort. Oui. C'est surtout dans l'armée que vous avez souffert de discrimination. Oui, parce que dans l'armée, dans la ségrégation raciale, on a quand même, quel que soit le truc, on est dans une communauté noire, donc j'étais respecté, j'étais assez connu, donc assez populaire, donc il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Et donc, mais quand dans l'armée, donc c'est dans un autre monde, donc c'est dans la majorité blanc. Donc après, on s'est rendu compte que nous sommes en minorité. Donc après, on se rend tout de suite, on couche avec. Donc après, on dort dans la même baraque. Donc on s'est rendu compte que ils nous considéraient pas égaux, même si nous on savait qu'on était égaux au même supérieur, donc après au niveau des actions, au niveau des choses comme ça, mais pas en tant qu'être humain. Donc après, on vous confiait les tâches les plus ingrates. Oui, tout à fait. Donc aussi, on était toujours humiliés avec les réflexions racistes et tant comme ça. Donc après, voilà. Alors votre récit nous plonge avec effroi dans cette Amérique des années Nixon,
Hoover, Carter, d'une Amérique au racisme institutionnalisé, où le gouvernement fédéral était complaisant avec les exactions du Ku Klux Klan. Mais aujourd'hui, l'Amérique a-t-elle changé? Certes, elle a élu un président noir en 2009 et a permis à Kamala Harris d'accéder au poste de vice-présidente. Mais les années Trump et la mort de George Floyd ont à nouveau attisé les tensions raciales. Melvin McNair, je voulais savoir comment vous avez vécu cette vague d'émotions autour de la mort de George Floyd. J'étais très touché, donc après c'est déjà horrible de voir en direct le mort de quelqu'un et la façon qu'il était tué. Mais c'est toujours existé. Donc, le fait que maintenant on a des technologies de filmer, d'être présent, donc avec le téléphone, tout le monde peut avoir ça en direct. Donc, on est plus touché. Peut-être aussi le fait qu'on était confinés. Donc, on regardait tous, on est tous devant la télé, et donc on regardait tous. Mais ça existait depuis le temps. Donc, depuis. Et vous pensez qu'il y a un racisme inhérent à la société américaine, qu'il y a quelque chose aux États-Unis? Oui, tout à fait. Donc après, on peut dire que on peut agréablement surpris qu'il y avait Obama qui était le président, mais on savait que c'était une surprise. Donc il a pris, on peut dire, ces communautés racistes un peu à contre-pied. Donc on s'est rendu compte, même après qu'on était au pouvoir, toute la résistance qu'il avait avec toute sa politique justement. Et donc, avec le venue de Trump, donc on a vu vraiment que ça a explosé. Donc, on peut dire que le bête est sorti de l'ombre. De l'ombre. Donc, après, elle s'est manifestée très ouvertement. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire, une petite contradiction avec on peut dire, la liberté de parole. Donc, en Amérique... L'Amérique est pleine de paradoxes. Oui, on peut être raciste ouvertement et sans problème. En France, quand même, c'est un crime, donc c'est un délit. Je précise que le policier blanc, Derek Chauvin, qui a asphyxié le quadragénaire noir avec son genou le 25 mai 2020 à Minneapolis, a été reconnu coupable de meurtre. Il sera fixé sur sa peine le 25 juin. Constance Rivière, c'est dans ce contexte de la mort de George Floyd et du mouvement des Black Lives Matter que l'Opéra de Paris vous a commandé un rapport sur la diversité, enquête que vous avez menée avec Papa Ndiaye, d'ailleurs spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités. D'abord, pourquoi ce rapport? L'opéra avait-elle besoin de faire son mea culpa? Bonjour. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, Carole Reynaud-Paligo rappelait le moment où s'est construit en fait cette idée de distinction des races et ce moment de domination occidentale. Et on peut noter que ça coïncide peu ou prou avec le grand âge d'or de l'opéra au XVIIIe et XIXe siècle. Et donc l'opéra, dans ce qu'il a de plus connu et de plus majestueux, s'est construit à une période où les arts développaient, disons, une vision au mieux exotique, au pire stéréotypée, raciste et souvent sexiste, ça va quand même assez souvent ensemble, du monde et des rapports entre les humains. Il y a toute une histoire en fait de l'opéra. Et donc il y a toute une histoire de l'opéra, et l'opéra a continué à reproduire des œuvres qui sont pour beaucoup d'ailleurs des chefs-d'œuvre. De Lully, de Rameau. Exactement, de Verdi, et qui ancrait, disons, cette vision-là. Le ballet a un peu la même histoire. Quand on voit, par exemple, un grand ballet comme Petrouchka, avec cette figure du mort qui joue avec une noix de coco, aujourd'hui, on comprend que ça soit assez insupportable à voir. Quand on voit la pratique du blackface, dont Melvin McNair a rappelé les origines, qui d'ailleurs ne sont pas que des origines américaines, parce que quand on remonte dans la Commedia dell'arte, déjà, on a cette figure d'Arlequin qui est un bouffon grotesque, méchant, avec ce masque noir, et la couleur noire est associée soit à la servilité, soit à la méchanceté. Et donc, l'opéra a grandi sur cette histoire qui, pendant très longtemps, a été perçue par le public comme acceptable, et puis qui, aujourd'hui, pose tout un certain nombre de questions qui sont très légitimes. Je fais une parenthèse, parce que vous parliez du ballet. Le ballet, c'était le corps du roi.
Ça devait être à l'image du roi, une image de pureté. Alors du coup, c'est blanc. Oui, en tout cas, c'est ce que c'est le constat, malheureusement, que vous faites dans l'histoire. Ce qui est certain, c'est qu'on associe beaucoup le ballet à cette idée de blancheur, avec d'ailleurs les actes blancs, avec les tutus blancs, avec les corps blancs, qui dans ces termes à l'origine, ça désigne non pas la peau, mais le vêtement. Sauf que bien évidemment, l'uniformité s'est installée comme étant blanche. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Benjamin Millepied, qui avait été de manière assez brève, directeur de la danse à l'Opéra de Paris, a rapporté avoir été extrêmement choqué quand un responsable de la danse lui a dit « Vous ne pouvez pas mettre une danseuse noire dans un acte blanc au milieu de 25 danseuses blanches parce que c'est une distraction pour le regard. » Donc on ne verra qu'elle. Donc on ne verra qu'elle. Donc ça, c'est il y a quelques années. Donc on voit bien quand même que s'emparer de cette question-là pour l'opéra était sans doute une nécessité. Et tout à l'heure, Melvin McNair disait que peut-être le meurtre de George Floyd avait contribué à réveiller les consciences aussi parce qu'il y avait eu ce confinement. Et les danseurs de l'opéra qui ont écrit un manifeste de vraiment très, très, très grande qualité sur cette question raciale à l'Opéra de Paris, nous ont confié, quand on les a vus la première fois, Papa Ndiaye et moi-même, que c'est le confinement et donc l'interdiction pour eux de pouvoir danser qui fait qu'ils ont pour la première fois commencé à échanger entre eux sur ce que, comme danseurs, chanteurs, métis, ils avaient pu ressentir comme phénomène d'exclusion. Et donc, il y a bien tous ces moments-là qui se sont croisés. Et le temps de la réflexion. Voilà, et qui font, je crois, que quelque chose s'est réveillé. En tout cas, le constat est sans appel, que ce soit chez les artistes, les musiciens, la direction, les œuvres choisies, il y a très peu de métissage. Et un racisme ordinaire. Alors moi, je suis toujours gênée quand on passe directement de l'absence de métissage au racisme ordinaire. Les deux, sans doute, existent, mais c'est pas la même chose. Je pense que pour l'opéra, la vraie question, c'est celle de l'ouverture au monde en général. Parce que quand on parle du racisme, souvent, la question, c'est celle de l'altérité et de la capacité qu'on a à ouvrir son regard sur l'autre et sur l'autre en général. Par exemple, j'ai été très frappée et je dois dire assez choquée même. Un des reproches qui nous a été fait quand on a publié ce rapport, ça a été de nous dire, voilà, maintenant, vous voulez plus mettre des artistes sur la scène de l'opéra, mais on va choisir en fonction de la couleur de peau, puis bientôt, on va avoir des personnes handicapées sur la scène de l'opéra. Alors, j'ai dit, mais alors, quel problème ? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un danseur aveugle, un chanteur en fauteuil ? À quel moment est-ce que... Et c'est parce que la question de la diversité raciale interroge très profondément sur notre capacité à accepter que l'autre soit présent avec nous sur scène. Alors, comment on fait pour bouger les lignes ? Vous faites des recommandations, d'ailleurs, dans ce rapport. C'est très difficile d'avoir une recommandation spécifique. Il y en a beaucoup dans votre... Donc, il y en a beaucoup. Il y a toute une série de recommandations qui ont trait, disons, à la question de la représentation et de l'interrogation des œuvres. On parlait du contexte dans lequel les grandes œuvres opératiques et de ballet sont nées. Il nous semble pas nécessaire de ne pas les mettre en scène. C'est le choix des metteurs en scène. Il y a peut-être des metteurs en scène qui se diront que telle œuvre est tellement pleine de stéréotypes qu'il n'a pas envie de la mettre en scène, mais nous, on n'a pas à dire elle peut ou ne pas l'être. En revanche, elle doit être interrogée, mise en contexte, transformée. Je parlais tout à l'heure du mort qui jouait avec sa noix de coco. C'est un ballet russe. Papa Ndiaye, quand on échangeait, je disais, mais comment on peut faire ? Il dit, pourquoi est-ce qu'on ne met pas un œuf de Fabergé ? C'est la tradition russe, ça renvoie à quelque chose de ce ballet, et ça dit quelque chose, voilà, donc qui joue avec... Donc il y a 1000 manières, en fait, de refaire. Nous, on n'est pas des artistes, donc on n'a pas à réinterroger les œuvres, mais on doit vraiment pouvoir le faire. Et puis la mise en scène est importante. Et la mise en scène est déterminante, et le travail avec les artistes est très important. Les danseurs, ils étaient beaucoup en demande de pouvoir discuter sur les raisons pour lesquelles le blackface n'était plus possible. Certains nous disaient, oui, mais moi, ça m'aide à rentrer dans le rôle. Donc on leur disait, oui, mais... Le blackface, c'est le fait de se grimer, en fait. C'est de se colorier en noir de manière assez basique. Et donc, c'est important aussi d'expliquer pourquoi ces représentations-là peuvent être dérangeantes. Et puis l'autre chose, c'est d'ouvrir l'opéra partout. Et une des choses très importantes pour nous, c'est que l'école de danse, les gens arrivent à 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est un univers qui est quand même très blanc. Il faut aller chercher, comme dans le foot. Dans le foot, on va chercher des talents partout. Dans la danse, on pourrait aussi imaginer que les danseurs de l'opéra, les responsables de l'école de danse, ils se projettent sur le territoire, ils aillent dans les quartiers, ils aillent dans les salles de danse où les jeunes apprennent
pour venir les chercher à Nanterre dans cette école et pas seulement attendre que ceux qui savent osent franchir les portes. L'école de danse, c'est un petit peu le passage obligé, en fait, un vivier de recrutement pour l'Opéra de Paris. Oui, c'est 90% des danseurs qui viennent de l'école de danse. Et souvent, certains milieux, en fait, n'osent pas, comme vous le dites, oser rêver à l'Opéra de Paris parce que milieu élitiste. N'osent pas et ne connaissent pas. Mais c'est aussi la question d'avoir ce qu'on appelle des rôles modèles, d'avoir une capacité à se projeter. Quand on voit Misty Copeland aux États-Unis, qui est une danseuse noire absolument sublime, quand les petites filles noires, elles voient des affiches avec Misty Copeland en immense comme danseuse, elles se disent peut-être moi je peux être. Tout à l'heure on parlait des représentations de qui sont nos idoles. Avoir des figures dans lesquelles on peut se reconnaître pour se projeter dans un avenir, c'est extrêmement important aussi. Ce rapport, vous l'avez publié il y a 1 an 6 mois. 6 mois environ, voilà. Quelques mois seulement. C'est peut-être un peu trop tôt pour voir les effets de ce rapport. Est-ce que vous sentez déjà des choses qui ont bougé ? Alors, je pense que déjà, des choses ont bougé pendant le rapport. Avec Papa Ndiaye, on a voulu faire... Vous avez fait en 3 mois plus d'une centaine d'entretiens. Plus d'une centaine d'entretiens, et on a fait un moment d'échange qu'on a voulu ouvert à l'ensemble des personnels de l'opéra, aussi pour que les chanteurs puissent écouter les danseurs, puissent écouter les techniciens, puissent écouter les administratifs. Et sur plus de 1000 salariés, près de 300 étaient présents à cet échange. Donc ça veut dire que ça a suscité aussi du débat et de la prise de conscience. Et ensuite, il est évident que le directeur général de l'opéra, Alexander Neff, qui vient de Toronto, est particulièrement volontariste sur ces questions-là, et il a déjà commencé à mettre en place un certain nombre des recommandations. Oui, je crois que c'est une grande satisfaction d'ailleurs de faire un rapport dont on se dit qu'il ne va pas juste servir à caler une chaise, mais peut-être à ouvrir à l'opéra, mais peut-être à ouvrir aussi dans le domaine culturel en général. Qu'une institution d'élite comme l'Opéra de Paris bouge, ça crée aussi un mouvement, une dynamique pour d'autres institutions culturelles. Vous dites qu'il faut de la pédagogie auprès des recruteurs, de l'administration, mais aussi des jeunes très tôt dans les quartiers, parce que certaines classes n'osent pas approcher l'opéra. Melvin McNair, ça vous parle, j'imagine, cette proposition très forte du rapport à la culture, donner la chance à tous. Oui, tout à fait. Donc, je trouve... il faut pas, comme on dit, il faut pas attendre qu'ils viennent pour aller les chercher, et donc donner possibilité, donc aussi mettre un peu de lumière sur cette diversité qui existe, donc valoriser ce qui existe, et aussi donner possibilité de jeunes dans les quartiers, donc voilà, d'avoir la possibilité aussi de s'exprimer, et donc voilà, donc il faut aller vers, et donc au lieu d'attendre qu'ils viennent vers comme ça, parce que donc en principe c'est un peu fermé, donc si on veut ouvrir, donc faut comme ça, donc comme on dit, les gens ne sont pas nécessairement conscients que ce qui existe. Donc aussi, il faut aller vers eux, et donc donner cette possibilité d'aussi être compétitive, être créative, et donc s'exprimer. Jonas Baucher, vous êtes directeur de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix basé à Caen. L'éducation, justement, elle fait partie de vos missions. Quels sont vos outils? Comment vous procédez pour lutter contre les préjugés, le racisme ordinaire, vous? Bonjour. Effectivement, nous, l'objectif de l'Institut, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible le droit et d'éduquer les jeunes à ce que sont les différentes matières juridiques qui sont liées aux droits de l'homme et aux libertés. Et on utilise aussi beaucoup des outils participatifs, des jeux de rôle, des simulations, des choses ludiques qui permettent d'aborder ces questions-là, avec pour idée de faire prendre conscience, on en parlait autour de cette table tout de suite, faire prendre conscience de l'existence des représentations. On a tous des représentations. Notre cerveau a besoin et se construit dès la naissance avec des cases et avec des représentations sur telle ou telle personne, sur telle ou telle population. Et ces représentations, elles sont normales parce qu'elles nous permettent de nous construire et de construire notre cerveau. Maintenant, là où ces représentations peuvent être dangereuses, c'est quand elles basculent en préjugés
puis ensuite en stéréotypes et en actes racistes. Et l'objectif de l'Institut, quand il va en classe, c'est de faire prendre conscience de l'existence de ces représentations, mais de faire prendre conscience qu'il ne faut pas qu'elles basculent. Et ça, on le fait à travers des activités ludiques et à travers les matières que les jeunes vont utiliser au quotidien, c'est-à-dire principalement les réseaux sociaux. Vous pouvez nous donner un exemple très concret ? Oui, d'ateliers ludiques. On a beaucoup d'ateliers sur la question du racisme et des discriminations. Un des ateliers qui est assez représentatif, c'est lorsqu'on invite les jeunes à un long voyage, par exemple en train entre Brest et Vladivostok, et ils vont dormir en train couchette. Ils ont le droit de choisir. Ils ont une liste de passagers qui sont tous des clichés. Parfois violents, mais ils ont la possibilité de choisir 3 personnes avec lesquelles ils peuvent voyager et 3 personnes avec lesquelles ils ne veulent absolument pas voyager. Et en partant des retours des jeunes là, moi je ne veux absolument pas voyager avec une prostituée. Ah bon, d'accord, pourquoi ? Voilà, on va les faire s'interroger pourquoi ils ne veulent pas voyager avec ce type de personnes. Par contre, moi j'aimerais beaucoup voyager avec une mère de famille et ses 2 enfants. D'accord, très bien. Pourquoi ? Parce que c'est précisé qu'elle est blanche, donc qu'elle a un bon niveau de vie. Ah oui, mais pourquoi vous préférez voyager avec cette personne-là plutôt qu'avec une autre personne ? Et en interrogeant comme ça ces représentations-là, on leur fait prendre conscience qu'ils en ont et qu'ils sont eux-mêmes porteurs de ce type de représentation, mais qu'à la limite, c'est normal. Là où il faut faire attention, c'est que la représentation ne bascule pas en stéréotype. Et c'est ces choses-là qu'on essaye de faire au quotidien. Alors, il y a les ateliers et puis il y a un projet aussi avec l'UNESCO. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, on a participé avec Carole Reynaud-Paligo sur ce projet-là, qui est un projet de masterclass, où on invite une centaine de jeunes issus de différentes écoles du territoire. On l'a fait en Normandie, on l'a fait aussi à Paris. Et l'idée, c'est... dans la matinée, d'avoir d'une part une approche scientifique de la question du racisme et des discriminations avec Carole Reynaud-Paligo ou avec Evelyne Heyer. Et puis ensuite avoir un témoignage de modèle, comme l'évoquait Constance Rivière. Et donc là, on fait venir des sportifs. On a fait venir Clarissa Agbenienou, par exemple, quadruple championne du monde de judo, des actrices, Assasila, des acteurs porteurs de handicap. On a fait aussi venir des écrivains, des écrivaines. Tania de Montaigne, qui a écrit « Les Noirs n'existent pas » chez Grasset. Exactement. Et l'idée, c'est d'avoir des témoignages forts et des personnes à travers lesquelles les jeunes peuvent s'identifier et se dire « Ah oui, en fait, c'est possible d'être champion du monde de judo, même si je suis noir, en fait. Même si je viens d'une banlieue. C'est possible. Elle l'a fait, moi, je peux le faire. » Et ensuite... Et Tania de Montaigne dit « Je peux être noir et courir pas vite. » Exactement. Voilà, on n'est pas obligé de courir vite si on est noir. Tout à fait. Et Tania de Montaigne le fait avec un regard qui est décalé, qui est parfois humoristique. Et donc, du coup, qui est très accessible aussi pour les jeunes. Et c'est ça aussi qui est très intéressant dans cet échange entre des personnalités, des modèles et des jeunes. Et puis l'après-midi, il y a toute une phase d'ateliers avec des associations comme l'Institut ou comme Amnesty International, Ensemble contre la peine de mort, que nous, on avait fait venir en Normandie. Et l'idée, c'est que les jeunes se rendent compte qu'avec des petits gestes, et ça n'a rien de péjoratif quand je dis ça, avec des petits gestes, avec des petites actions quotidiennes, on lutte en fait efficacement contre les discriminations et le racisme. Et l'objectif final de la journée, c'est que ces jeunes-là repartent dans leur établissement en se disant « Ok, donc moi je peux faire ça, et dès demain, dans mon école, je vais faire ça », pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Alors, il y a l'éducation et puis il y a les règles de droit qui font société. Melvin McNair nous rappelait qu'aux États-Unis, il y a la liberté d'expression, que parfois des débordements qui ne sont absolument pas sanctionnés. Vous êtes juriste, Jonas. Que nous dit le droit français et avec quelle force sur ces questions de discrimination et de racisme ? Eh bien, avant d'aller au droit français, il faut aussi regarder le corpus international de règles. Et il faut savoir que le principe de non-discrimination, c'est l'un des principes essentiels de la théorie et de la pratique des droits de l'homme. On retrouve la non-discrimination dans toutes les conventions internationales, que ce soit les conventions onusiennes, Pacte international sur les droits civils et politiques, Convention internationale des droits de l'enfant, etc., ou sur des conventions régionales comme la Convention européenne des droits de l'homme. Le principe de non-discrimination est un principe
transversale à toutes les conventions internationales, et c'est une particularité parce que d'autres droits ne figurent pas de la même façon dans les conventions. Et ensuite, il y a une déclinaison de ces conventions internationales au niveau français qui applique ces conventions-là, et évidemment, que ce soit le racisme ou les discriminations, constituent des délits qui peuvent être punis par la loi. Aujourd'hui, le droit français considère la discrimination comme étant une différence de traitement entre deux personnes qui sont dans une situation analogue. Différence de traitement qui est basée sur un des critères qui est posé par la loi. Il y a 25 critères de discrimination qui sont posés par la loi. Il y a la discrimination qu'on connaît et dont on parle souvent, raciale, liée à la religion, liée aux origines ethniques, mais ça peut être aussi une discrimination liée à la domiciliation, à la domiciliation bancaire aussi, des discriminations parce qu'on est femme, parce qu'on est enceinte, des discriminations parce qu'on est membre d'un syndicat. Tout ça, ce sont des discriminations qui sont posées par la loi, des critères de discrimination qui sont posés par la loi et qui doivent, ces discriminations, avoir lieu dans des situations également posées par la loi, la recherche d'emploi, la recherche d'appartement, etc., etc. Et si on discrimine, on est passible d'une peine de prison de 3 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 €. Et puis ensuite, il y a tous les actes racistes et tous les discours de haine. L'apologie d'un discours de haine est aussi une peine de prison, est passible d'une peine de prison et d'une forte amende. Et lorsqu'on publie sur les réseaux sociaux, sur Twitter, un tweet raciste ou un tweet discriminant, c'est passible de prison. Alors, on a souvent tendance à dire que parce qu'on se cache derrière un pseudonyme ou ce genre de choses, on ne sera jamais poursuivi. Si, on peut être poursuivi et on peut être condamné. Carole Reynaud-Paligot, alors qu'est-ce qu'on peut faire Vous avez beaucoup étudié les origines du racisme, mais pour améliorer un petit peu nos rapports les uns aux autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous donnez aussi, vous, des pistes dans vos travaux. C'est favoriser les contacts, mais pas que. Oui, alors on voit une belle illustration de ce qu'on peut faire à travers ce que vient de nous dire Jonas Bochet. C'est l'éducation, évidemment, qui est centrale. Et il faut se poser la question, pourquoi ces stéréotypes qui sont pour certains très anciens, l'esclavagisme, c'est quand même quelques siècles en arrière, pourquoi on en est encore là? Et comment ça circule encore dans la société? Comment on peut faire pour les déconstruire? Alors, notre histoire coloniale est déjà ancienne pour la nouvelle génération. Bien sûr, oui, oui. On est dans un nouveau contexte, voilà, où il n'y a plus ce poids de l'histoire coloniale. Oui, oui, donc tout ça devrait s'effacer petit à petit, mais ça s'efface pas vite. Alors pourquoi? Eh bien, on a des études qui montrent que, par exemple, les stéréotypes sont encore véhiculés par les médias. De manière involontaire. Par exemple, on a une étude d'un sociologue qui a travaillé sur les journaux télévisés et qui montre qu'il y a toujours le stéréotype du jeune de banlieue avec sa casquette, plus ou moins potentiellement délinquant. Voilà. Donc, les médias continuent encore à faire circuler en partie des stéréotypes. Alors, ils en ont pris conscience, ils essayent de lutter aussi contre. Il faut continuer ce long travail. Et puis, il faut regarder aussi les dominations qui continue à exister, même si on n'est plus du tout dans une période coloniale. On a quand même des rapports internationaux qui ne sont pas tout à fait égalitaires. On a certaines nations qui dominent, qui sont plus prestigieuses, certaines cultures qui sont plus prestigieuses que d'autres. Faisons un petit peu l'analyse de tous les représentation qu'on a sur l'Afrique aujourd'hui, qui est toujours ce continent attardé, en retard. Voilà, toutes ces représentations, elles sont encore très présentes parce que peut-être qu'on a aussi certains acteurs sociaux ont intérêt à les cultiver, ces représentations, pour mieux imposer une domination politique, une domination économique. Pardon de vous couper, mais les mouvements de fierté noire, par exemple, Black is Beautiful, est-ce que ça peut être intéressant ou au contraire, c'est encore créer des séparations
communautaire? Alors, c'est pas à moi d'en juger. Je veux dire, la personne qui est victime d'une assignation identitaire, elle fait ce qu'elle peut pour en sortir. Et souvent, le retournement du stigmate, c'est quelque chose qui permet à la victime de se sortir de cette souffrance que vous évoquez très bien. Donc, on n'a pas à juger de ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il faut peut-être attirer l'attention. Ça peut provoquer ce qu'on appelle des replis identitaires. Finalement, on va, parce qu'on est assigné à une identité, on se l'approprie et on se referme dans son groupe. Et on en vient finalement à rejeter les autres et à produire un espèce de racisme inversé. Voilà, donc c'est évidemment extrêmement dangereux de se replier sur son identité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Melvin. Votre sentiment, Melvin, vous qui avez aussi à un moment de votre vie défendu cette fierté noire en essayant de retrouver les racines de cette culture noire. Oui, donc de toute façon, on est obligé, par exemple, on est toujours considéré un peu comme inférieur. Donc c'est toujours, par exemple, à un moment d'avoir conscience que on n'est pas aussi laid que les gens disent. Donc quand on dit Black is beautiful, donc c'est quelque chose qui est fort et qui est nécessaire. Donc après il faut avoir un respect de soi, aussi confiance en dignité, des choses comme ça. Mais comme vous dites, ça peut aller trop, parce qu'à un moment donné, donc on dit tiens, on est tellement beau, on est tellement fort, on est plus fort que vous. Donc après on peut s'enfermer. Abdus aussi de un complexe de supériorité à l'inverse. Donc après on est plus rapide, on est plus fort. Donc voilà. Donc c'est aussi dangereux que de faire comme ça. Donc il faut se rendre compte qu'on est beau, mais aussi les autres sont beaux aussi. Et bon, il y a pas tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Donc après, donc voilà quoi, on peut trouver quelque chose de bien en tout le monde. Donc après, c'est quand on commence à respecter la diversité, c'est ça qui est extraordinaire. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est que et à un moment donné, il faut qu'on devienne humain. Et donc, dès qu'on devient un être humain, donc on est tous liés. Donc après, c'est comme ça. Donc après, tout l'être, il est beau. Donc quelque chose comme ça. Bon, peut-être si on voit la question de beauté, c'est pas nécessairement physique non plus. C'est l'humanité, c'est notre humanité. Au niveau de beauté de l'âme, au niveau d'esprit, des choses comme ça. Donc après aussi, il y avait des gens qui peuvent l'aider aussi, mais c'est rien à voir avec une question de couleur ou sexe, quoi. Et Carole Reynaud-Paligo, vous terminez votre ouvrage en disant qu'il faudrait, dans un monde idéal, favoriser les contacts, conditions nécessaires mais pas suffisantes, car il faut aussi un rapport d'égalité et de coopération. Oui, tout à fait. D'échange et de coopération. Il faut garder ça en mémoire, que c'est souvent, derrière tout ça, il y a souvent des questions de domination, des dominations parfois un peu euphémisées, un peu cachées aujourd'hui, parce que on proclame plus comme auparavant qu'il y a des races et des nations supérieures aux autres. Il n'empêche qu'on est quand même assez loin de l'égalité. Et je repense à l'Afrique, qui est finalement la victime de ces représentations les plus négatives encore aujourd'hui. Elle a une formidable richesse culturelle. On sait, les anthropologues l'ont redécouvert depuis déjà quelques décennies, depuis les années 1930. Eh bien là aussi, ça peut être un outil d'éducation assez formidable de faire connaître ce qu'est la réalité de la culture africaine aujourd'hui. Merci beaucoup. Je le disais, cet échange a été organisé en partenariat avec l'association d'éducation populaire, les CEMEA, qui ont eu la bonne idée, avec sa fabrique des débats, de faire participer le public, des lecteurs. On a une question pour... alors là, j'ai une question pour Jonas Baucher. Vous venez de rappeler ce que dit le droit, qui a beaucoup évolué ces dernières années pour combattre les discriminations. Mais les juristes et les avocats, les tribunaux même, constatent peu de plaintes et finalement peu de condamnations. Que peut-on faire pour que le droit se traduise en actes? Peut-être Constance Rivière, haut fonctionnaire, qui a peut-être aussi une réponse à apporter. Juste, je voulais dire un mot parce que je suis aussi secrétaire générale du Défenseur des droits, qui est l'autorité de la République qui est en charge de lutter contre les discriminations. Et je suis
très frappée par ce qui est dit dans cette question-là et aussi par les réponses qu'on apporte qui sont beaucoup sur la question des victimes et des auteurs. Et il y a vraiment une responsabilité des pouvoirs publics à lutter contre les discriminations. Et donc, nous, là, on a mis en place un dispositif de signalement des discriminations avec un numéro de téléphone 3928 et un site internet antidiscrimination.fr. En 3 mois, on a reçu plus de 5000 signalements de personnes qui ont été victimes de discrimination et qu'on accompagne pour essayer de les aider à se rétablir dans leurs droits. Et je pense que c'est une chose extrêmement importante, c'est de se rencontrer, c'est la pédagogie, mais c'est aussi de dire aux victimes de discrimination, vous n'êtes pas seuls et on va pouvoir faire quelque chose pour vous accompagner et pour lutter, parce que se lancer dans un parcours au pénal pour essayer seul, avec honnêtement des moyens de la justice qui sont quand même limités pour aller faire reconnaître une discrimination, c'est dans moins d'1% des cas quelque chose qui éventuellement aboutira. Et donc il y a beaucoup d'autres dispositifs qui existent et il faut surtout que jamais les gens ne renoncent à leurs droits. Une autre question de la Fabrique des débats. Alors, je voulais savoir quel lien vous pouviez faire entre la recrudescence du racisme et la situation économique et sociale, notamment en France. Alors, est-ce que cette question du racisme qui est liée aussi aux conditions économiques, peut-être Oui, alors ce qu'on peut observer, catégories sociales. Pardon. Ce qu'on peut observer dans l'histoire, c'est vrai que des situations économiques difficiles peuvent favoriser, mais ça n'est pas tout à fait, ça n'est pas systématique. Donc, en fait, c'est surtout par le politique que ça passe, et c'est l'exploitation politique qu'on fait des difficultés qui produit plus ou moins un contexte favorable au racisme. C'est-à-dire quand on a des acteurs politiques qui cultivent le rejet de l'autre, les théories du bouc émissaire, eh bien évidemment, on voit bien comment ça favorise. Mais si les acteurs politiques sont vigilants et ne cèdent pas à cette thématique-là, qui est finalement assez simpliste et qui porte malheureusement ses fruits, là, on peut faire barrage. Donc tout n'est pas automatique et on voit bien, c'est l'enquête du Cevipof qui montre ça, qu'à chaque fois qu'il y a des événements, des attentats ou des difficultés, il n'y a pas forcément une augmentation du racisme, parce que, et l'explication qu'il propose, c'est parce que le politique intervient dans un sens ou dans un autre. Une autre question de la Fabrique des débats. Oui, dans toutes nos ressources, on a à un moment donné, on a partagé un documentaire qui s'appelle Like Dolls I Rise, qui parle des poupées noires qui ont été faites dans les années 30 au moment de la ségrégation. Et à un moment donné, donc on voit une enquête qui a été faite dans les années 80-90 avec des petites filles et des petits garçons noirs, à qui on a proposé 2 poupées, une poupée blanche et une poupée noire. Et c'est en lien avec ce que disait tout à l'heure Melvin sur la question de l'image de soi. Quand on demande aux enfants noirs quelle poupée ils vont vouloir choisir, ils préfèrent majoritairement en fait la poupée blanche parce qu'elle est belle, parce qu'elle est gentille, et que la poupée noire est moche et méchante. Du coup, ce sont des enfants vraiment tout petits en fait. Et on se rend compte que cette représentation, elle démarre très jeune, elle démarre très petit. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que c'est certainement pas que l'histoire de l'école, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire effectivement pour que ces petits aient une image d'eux-mêmes qui soit beaucoup plus valorisée, valorisante ? Offrir des poupées noires, peut-être même dans les crèches, qu'il y ait une politique publique aussi liée à ces représentations dès la petite enfance. Non, c'est simplement que, par exemple, le fait que dans notre enfance, quand on était tout petit, donc si on aimait un poupée, c'était un poupée blanche, quoi. Donc maintenant, c'est bon, maintenant, on a des poupées qui sont noires. Donc on a des enfants blanches qui ont des poupées noires. Donc après, c'est comme ça que... Je crois qu'il y a une Barbie noire. Je sais pas. Il me semble. Il y en a même plein. Il me semblait, oui. Donc, voilà, parmi toutes les Barbies. Oui. C'est limité. D'autres questions ? Eh bien, oui, une dernière question.
petite question justement rapidement tous les quatre. Comment doit-on réagir justement quand on est témoin d'un acte raciste ? Rapide. Hein. Jonas Baucher. Il y a plein de façons de réagir. Elles ne sont pas forcément toutes bonnes ou mauvaises, ça c'est clair. Ça dépend de l'endroit aussi où on est témoin de ça. Est-ce que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a plein de façons de réagir. Est-ce qu'il faut dénoncer le tweet ou le post raciste auprès de la plateforme pour qu'il puisse y avoir une enquête de la plateforme et que celui-ci soit retiré? Est-ce qu'il faut liker? Est-ce qu'il faut partager? Est-ce qu'il faut commenter au risque de donner de l'audience à ce genre de contenu et en même temps de pouvoir le dénoncer? Moi, j'ai pas la réponse, hein. Évidemment, c'est vraiment une affaire de personnes. En tout cas, lorsqu'on a vraiment des propos racistes sur les réseaux sociaux, il y a aussi cette façon de dénoncer. Ça marche auprès des plateformes et de signaler ces tweets. Après, il y a ce que disait Constance Rivière aussi. Il y a la possibilité, lorsqu'on est témoin, d'accompagner la victime aussi dans une démarche auprès des autorités, que ce soit auprès du défenseur des droits ou auprès de la police, qui peut parfois être plus compliqué, mais en tout cas, il y a des associations ou des organisations ou des administrations qui organisent aussi un accompagnement et qui permet que la victime et que le témoin, justement, puissent faire remonter ces actes racistes. En tout cas, probablement la chose qui est la plus complexe et qu'il ne faut pas faire, c'est se taire, parce qu'en se taisant, on entretient aussi quelque part cette dynamique-là. Que ça ne reste jamais un acte anodin. Merci à tous. Je rappelle les titres des ouvrages évoqués ce matin. Nous, Noirs, Américains évadés du ghetto de Melvin McNair, c'est chez Seuil, collection Combat. On vient vraiment tous d'Afrique. Signé Evelyne Ayer et Carole Reynaud-Paligo, des préjugés au racisme, les réponses à vos questions, c'est chez Champ Actuel, collection inédit. Constance Rivière, vous avez signé un rapport sur la diversité à l'Opéra national de Paris, et je signale également votre dernier roman, Une fille sans histoire, chez Stock. Alors là, on n'est pas sur la thématique du racisme, mais l'histoire est fort intéressante. Elle rebondit en fait sur des faits d'actualité, sur des faits divers. Ces personnes qui se sont fait passer pour victimes des attentats du 13 novembre par imposture pour exister. Voilà, donc je le signale parce que c'est, sur le plan psychologique, c'est passionnant. Merci à tous. Époque, le salon des livres de Caen se poursuit jusqu'au 2 juin. Je vous souhaite à tous une très belle journée.